La menace qui plane autour de Patrick et de sa mission secrète change brutalement de dimension lorsque Sonia Weber comprend ce qui s'est réellement produit. La montre confiée à Nebu n'a pas seulement émis un signal suspect, elle a permis la fuite d'informations extrêmement sensibles. Les noms et les identités de 5 agents dormants sont désormais compromis, faisant naître une urgence que personne ne peut plus minimiser. Pour Sonia, la situation est particulièrement inquiétante, car chaque minute qui passe peut donner un avantage supplémentaire à ceux qui ont récupéré ces informations. La DGSE doit impérativement retrouver la personne ayant servi de mule, celle qui, volontairement ou non, a permis au contenu de la montre d'être transmis. Derrière cette recherche se cache désormais une question beaucoup plus sombre, jusqu'où cette fuite peut-elle encore produire des conséquences ? Babette se retrouve alors entraînée dans un univers qui lui était encore étranger peu auparavant. Après avoir découvert la véritable nature de la mission de Patrick, elle ne peut plus simplement observer les événements de loin. Sonia et Patrick ont besoin de sa mémoire, car Babette se trouvait au Mistral lorsque la montre de Sam Ferry a émis. Ce détail apparemment banal devient soudain une pièce essentielle de l'enquête. Elle tente donc de reconstruire mentalement la scène, de revoir les visages, les déplacements et les personnes présentes autour d'elle. Ce travail repose moins sur des preuves matérielles que sur ses souvenirs, mais dans une affaire aussi urgente, chaque détail peut faire basculer les recherches. Babette comprend surtout qu'une personne qu'elle a croisée sans méfiance pourrait être directement liée à cette dangereuse transmission. Pendant ce temps, Steve arrive sur le lieu de travail de Charlotte avec des chouquettes, dans une atmosphère qui semble d'abord beaucoup plus légère. Pourtant, ce moment ordinaire se transforme rapidement en confrontation lorsque Charlotte découvre que Steve a transmis à Jules des informations concernant une enquête sur un cambriolage. Ces données ont ensuite été utilisées par le jeune journaliste pour alimenter son article. La découverte place Steve dans une position extrêmement délicate. Il mesure immédiatement ce qu'il risque professionnellement, car partager des informations liées à une enquête en cours n'a rien d'anodin. Ce qui pouvait apparaître comme un service rendu à un ami prend désormais une toute autre dimension. La peur de perdre son emploi se mêle à sa colère contre Jules, qu'il considère responsable d'avoir exploité cette confiance. Steve décide donc de confronter Jules sans détour. Lorsqu'il lui lance de prier pour qu'il puisse conserver son travail, sa colère traduit surtout l'ampleur de son inquiétude. Il ne s'agit plus seulement d'un désaccord entre amis, les choix de Jules peuvent avoir des conséquences directes sur son avenir. Steve comprend qu'il pourrait payer personnellement une information donnée dans un contexte qu'il croyait maîtriser. Dans le même temps, Morgan cherche Patrick afin de lui parler d'une cagnotte organisée pour Harry. Cette conversation devrait rester parfaitement ordinaire, mais Morgan remarque une nouvelle fois l'attitude étrange de Patrick. Depuis quelque temps, elle peine à reconnaître l'homme qu'elle connaît au commissariat. Quelque chose dans son comportement continue de l'interpeller, même si elle ne dispose d'aucun élément permettant de comprendre ce qu'il traverse réellement. Patrick, lui, doit conserver les apparences malgré la pression de sa mission. Après avoir été contraint de cacher à Babette son implication auprès de la DGSE, il sait désormais combien le moindre changement dans son attitude attire l'attention de ceux qui le connaissent. Les observations répétées de Morgan montrent surtout à quel point une infiltration peut devenir fragile lorsque la frontière entre vie quotidienne et secret professionnel commence à disparaître. Babette poursuit de son côté son exercice de mémoire. Parmi les personnes présentes au Mistral au moment où la montre de Sam Ferry a envoyé son signal figurait blanche. Babette la connaît suffisamment pour ne pas imaginer sérieusement qu'elle puisse être la mule recherchée par la DGSE. Son visage traverse donc ses souvenirs, mais elle l'écarte rapidement de la liste des individus qu'elle estime réellement suspects. Joël se trouvait également sur place. La patiente, récemment opérée et équipée d'un pacemaker, fait elle aussi partie des personnes dont Babette se souvient précisément. Pourtant, là encore, son intuition l'amène à éliminer cette piste. Babette ne voit aucune raison de soupçonner Joël et préfère concentrer son attention sur d'autres présences beaucoup moins familières qui lui reviennent progressivement à l'esprit. Deux inconnus attirent finalement son attention. Dans ses souvenirs, ces personnes parlaient avec Aya au Mistral lorsque la montre avait émis. Ce simple rapprochement suffit à déplacer brutalement le centre des recherches. Aya, qui jusque-là ne semblait avoir aucun rapport avec l'affaire, devient soudain une personne que Sonia et Patrick doivent examiner avec beaucoup plus d'attention. À ce moment-là, les enquêteurs commencent à regarder la situation personnelle d'Aya sous un angle qu'elle n'aurait jamais imaginé. Son père est dépendant au jeu, son demi-frère a connu la prison et elle prévoit de partir prochainement en Turquie avec Jules. Pris séparément, ces éléments ne prouvent absolument rien. Réunis dans le contexte de la fuite, ils alimentent cependant les soupçons de la DGSE. Pour Babette,
Cette évolution est particulièrement troublante. Aya n'est pas une inconnue rencontrée au hasard dans une rue de Marseille. Elle appartient à cet environnement familier du Mistral où chacun croise quotidiennement des visages qu'il pense connaître. Voir son nom apparaître au milieu d'une enquête concernant des agents secrets brouille soudain les repères et transforme des détails ordinaires de sa vie en indices potentiels. Sonia ne peut pourtant pas se permettre de fonctionner seulement à l'intuition. La fuite concerne 5 agents dormants et la personne ayant récupéré les informations peut représenter une menace immédiate. Aya devient donc une piste sérieuse sans être encore coupable de quoi que ce soit. Ce décalage entre suspicion et certitude rend l'enquête d'autant plus dangereuse qu'une erreur pourrait détourner la DGSE de la véritable mule. Dans le même temps, Sonia commence elle-même à envisager une hypothèse plus inquiétante encore. La facilité avec laquelle ces informations ont pu être compromises lui fait penser qu'une taupe pourrait se cacher directement au sein de la DGSE. Si cette crainte se confirmait, la menace ne viendrait plus seulement d'une personne extérieure ayant récupéré les données, mais également de quelqu'un connaissant les rouages de l'organisation. Cette perspective renforce encore la pression qui pèse sur Patrick et Babette. Ce qui avait commencé pour eux par une mission d'infiltration devient progressivement une affaire où il est difficile de savoir à qui faire confiance. Babette, qui avait d'abord dû affronter la peur de voir son mari impliqué dans une opération dangereuse, se retrouve désormais elle-même au cœur de recherches pouvant concerner des individus extrêmement déterminés. Pourtant, une question reste encore sans réponse. Qui étaient exactement les personnes qu'Aya rencontrées lorsque la montre de Sam Ferry a transmis les données? Derrière cette interrogation se dessine la prochaine étape de l'enquête. Babette doit continuer à fouiller dans ses souvenirs, tandis que Patrick et Sonia savent qu'ils n'ont plus le luxe d'attendre. Quelque part à Marseille, la mule qu'ils recherchent possède peut-être déjà une longueur d'avance. Pendant ce temps, Aya ignore encore qu'une partie de sa vie personnelle est examinée comme un possible faisceau d'indices. Pour elle, la journée suit un cours bien différent, marqué par les échanges avec Jules et les projets ordinaires qui occupent leur quotidien. Pourtant, derrière cette apparente normalité, son nom circule désormais dans une enquête où la moindre coïncidence peut devenir suspecte. Jules, de son côté, reste profondément affecté par ce qui vient de se passer avec Steve. La colère de son ami agit comme un électrochoc. Il comprend qu'en utilisant les informations obtenues pour son article, il n'a pas seulement pris un risque journalistique, il a exposé Steve à de lourdes conséquences professionnelles, alors que celui-ci lui avait accordé sa confiance. Lorsqu'il retrouve Aya, Jules finit par reconnaître sa faute. Il lui avoue qu'il a manqué de courage et qu'il n'a pas su s'imposer face à son supérieur. Au lieu de protéger Steve, il a laissé la pression professionnelle dicter ses choix. Ce constat le renvoie à une image de lui-même qu'il n'apprécie pas et qu'il semble désormais déterminé à changer. Aya l'écoute alors qu'il exprime ses regrets avec une sincérité inhabituelle. Jules ne cherche pas réellement à minimiser sa responsabilité. Il sait qu'il a mis Steve dans une situation extrêmement compliquée et cette pensée le ronge. Pour lui, l'affaire dépasse désormais la simple question d'un article publié. Elle touche à sa loyauté envers un ami et à sa manière d'exercer son métier. Dans le même temps, le regard de la DGSE reste pourtant fixé sur Aya. Les renseignements réunis autour d'elle semblent dessiner un profil que les enquêteurs ne peuvent pas ignorer. Son père, fragilisé par son addiction au jeu, pourrait théoriquement constituer une vulnérabilité financière. Son demi-frère a connu la prison et son prochain voyage en Turquie avec Jules attire également l'attention dans ce contexte sensible. Mais ces éléments demeurent circonstanciels. Rien ne prouve qu'Aya ait transmis quoi que ce soit, ni même qu'elle sache ce que contenait la montre de Sam Ferry. Babette ressent donc toute l'ambiguïté de la situation. Il faut examiner chaque piste avec rigueur sans transformer trop vite une personne connue en coupable simplement parce que plusieurs détails de son existence deviennent soudainement suspects. C'est alors qu'Aya fournit une précision capitale concernant les personnes avec lesquelles elle discutait au Mistral. Elle explique qu'elle parlait notamment avec Bertrand Delamarre, le directeur du Cercle de Voile de Marseille. L'homme n'était pas là par hasard, il prépare une soirée caritative et a sollicité Aya pour prendre en charge le buffet de cet événement. Cette information modifie immédiatement la lecture de la scène. Ce qui apparaissait jusque-là comme une conversation mystérieuse prend une explication professionnelle cohérente. Aya avait une raison parfaitement identifiable d'échanger avec Bertrand. Pourtant, dans une enquête aussi sensible, cette justification ne suffit pas encore à fermer la piste, car le cercle de voile et le gala deviennent désormais des lieux à examiner. Patrick et Babette comprennent alors qu'ils disposent d'une occasion intéressante pour poursuivre leurs recherches sans attirer trop ouvertement l'attention. Puisqu'Aya doit participer à l'organisation du buffet,
La soirée caritative pourrait leur permettre d'approcher Bertrand Delamarre et d'observer les personnes gravitant autour de lui. Ils décident donc de trouver un moyen de se faire inviter au gala. Pour Babette, cette perspective est étrange. Elle n'est ni policière ni agente de renseignement, mais les circonstances la poussent désormais à adopter des réflexes qu'elle n'aurait jamais imaginé avoir. Quelques jours plus tôt, elle cherchait surtout à comprendre les mensonges de Patrick. À présent, elle réfléchit à la meilleure manière d'entrer discrètement dans un événement susceptible d'abriter une piste liée à la DGSE. Patrick, lui, mesure parfaitement ce que cette implication signifie pour sa femme. Il connaît les dangers d'une mission sous couverture, les risques d'erreur et surtout l'impossibilité de prévoir la réaction de ceux qui se sentent menacés. Pourtant, la mémoire de Babette et sa présence au Mistral sont devenues essentielles. La protéger tout en utilisant ce qu'elle sait devient un équilibre de plus en plus difficile. Dans un autre registre, Morgane poursuit sa propre journée aux côtés de Baptiste. Après avoir évoqué la cagnotte organisée pour Harry avec Patrick, elle retrouve Baptiste dans une atmosphère beaucoup moins lourde. Laura apparaît également lorsqu'elle cherche le haut bleu de Morgane, créant une scène de vie quotidienne qui contraste fortement avec les tensions secrètes entourant Patrick et Babette. Morgane et Baptiste ont prévu d'aller courir ensemble. Leur proximité s'installe dans ces moments simples où les préoccupations ordinaires reprennent temporairement le dessus. Morgane lui parle notamment de l'appartement qu'elle doit visiter dans l'après-midi. Elle réfléchit à ce nouveau lieu, à ce qu'il pourrait représenter pour elle et aux travaux éventuellement nécessaires pour pouvoir réellement s'y installer. Baptiste se montre immédiatement prêt à l'aider. Il envisage de retaper l'appartement afin de le mettre aux normes, comme si cette proposition allait de soi. Son attitude traduit une disponibilité concrète qui ne passe pas par de grandes déclarations, mais par la volonté de participer à quelque chose d'important dans la vie de Morgane. Cette complicité se construit donc par des gestes simples. Pourtant, même lorsqu'elle parle de son appartement, Morgane n'oublie pas complètement l'attitude étrange de Patrick. Elle l'a vu changer, devenir plus difficile à lire, plus distant ou préoccupé selon les moments. Sans connaître la mission secrète qui explique ce comportement, elle ne peut qu'accumuler des impressions. Chaque rencontre avec lui renforce ainsi son sentiment qu'un événement important lui échappe. Pendant ce temps, Sonia continue d'analyser la fuite avec une inquiétude grandissante. L'hypothèse d'une taupe au sein de la DGSE revient constamment dans son esprit. Si quelqu'un agit depuis l'intérieur, le dispositif tout entier peut être compromis. Les recherches autour d'Aya et des personnes présentes au Mistral deviennent donc seulement une partie d'un problème beaucoup plus vaste. Babette se retrouve au centre de ces deux niveaux d'enquête. D'un côté, elle tente d'identifier une possible mule parmi des personnes croisées au Mistral. De l'autre, elle sait désormais que Sonia soupçonne une trahison interne. Cette double menace rend chaque piste instable. La personne recherchée pourrait être un simple intermédiaire, tandis que le véritable cerveau de l'opération se trouverait ailleurs. La journée avance cependant, et Babette doit aussi reprendre son activité professionnelle. Une patiente a besoin d'une injection d'anticoagulant et elle se prépare à la rejoindre. Ce retour à son métier pourrait presque lui donner l'impression de retrouver un terrain familier après les discussions liées à la DGSE. Mais l'illusion de normalité ne dure jamais longtemps lorsque le danger a déjà pénétré son quotidien. Avant de partir, elle conserve en tête la soirée caritative organisée par Bertrand Delamarre. Ce gala représente désormais une piste concrète, peut-être la meilleure dont disposent Patrick et Sonia pour comprendre ce qui s'est réellement produit au Mistral. Babette ignore encore que le danger va la rattraper bien avant cette prochaine étape et que sa participation à l'enquête vient déjà d'être remarquée. Car quelque part, quelqu'un semble avoir décidé qu'elle constitue désormais une menace. Alors qu'elle pense simplement rejoindre une patiente pour accomplir son travail, Babette s'avance vers un moment qui va bouleverser brutalement la nature de cette mission. Jusque-là, elle aidait Patrick et Sonia à identifier une cible. Très bientôt, elle va comprendre qu'elle peut elle-même en devenir une. La pression devient de plus en plus difficile à contenir pour Babette. Même lorsqu'elle tente de reprendre le cours normal de sa journée, elle sait désormais que les informations confiées par Sonia ont changé sa façon de regarder ce qui l'entoure. Chaque visage croisé, chaque déplacement inhabituel et chaque détail observé au Mistral peuvent potentiellement prendre une signification qu'elle n'aurait jamais envisagée auparavant. Dans le même temps, Patrick continue de jongler avec les conséquences de sa mission. Il sait que l'enquête avance, mais il sait aussi que chaque avancée expose davantage ceux qui l'entourent. Babette n'est plus simplement sa femme à qui il tente de cacher une vérité professionnelle. Elle devient une participante active, capable d'apporter des éléments essentiels, et cette évolution l'oblige à accepter un risque qu'il aurait préféré éviter. L'histoire d'Aya reste naturellement au centre des interrogations.
Le nom de Bertrand Delamarre fournit une explication à la présence des inconnus, mais il ouvre surtout un nouveau terrain d'observation. Le directeur du Cercle de Voile de Marseille organise une soirée caritative suffisamment importante pour réunir de nombreux invités. Dans l'esprit de Patrick et de Babette, ce rendez-vous peut devenir une occasion idéale pour comprendre qui gravite autour de lui. Babette ne veut toutefois pas se laisser emporter par la mécanique des soupçons. Elle connaît Aya et sait à quel point il serait facile de transformer quelques éléments personnels en accusations injustes. Les difficultés financières de son père, le passé judiciaire de son demi-frère ou un voyage prévu en Turquie n'établissent rien en eux-mêmes. Pourtant, la DGSE ne peut pas non plus écarter ces informations sans les vérifier. Cette ambiguïté pèse sur Babette. Elle découvre brutalement le monde des enquêtes de renseignement, où une personne peut devenir suspecte sans avoir encore commis quoi que ce soit de démontré. Tout repose sur des rapprochements, des probabilités, des comportements et des coïncidences. Pour quelqu'un habitué à soigner des patients et à se fier à des faits médicaux concrets, cette logique lui semble presque déroutante. Pendant ce temps, Jules reste hanté par sa confrontation avec Steve. Son aveu à Aya ne suffit pas à effacer ce qu'il a fait. Il se reproche toujours d'avoir cédé face à son patron et d'avoir utilisé une information qui n'aurait jamais dû sortir du cadre professionnel de Steve. Son ambition journalistique lui apparaît soudain sous un jour moins glorieux, parce qu'elle a placé un proche dans une situation précaire. Aya voit bien que Jules ne cherche pas simplement à obtenir son pardon. Il veut remettre en question sa manière de travailler. Lorsqu'il explique qu'il souhaite désormais se comporter autrement, son malaise montre qu'il a réellement compris la gravité de son choix. Il ne peut pas revenir en arrière, mais il peut au moins essayer d'éviter qu'une nouvelle pression professionnelle ne le pousse à trahir encore une confiance. Steve, de son côté, reste suspendu aux conséquences de cette fuite. Charlotte lui a fait comprendre que la situation est sérieuse et l'incertitude devient probablement le plus difficile à supporter. Il ne sait pas encore jusqu'où ira l'affaire ni quelles sanctions pourraient tomber. Sa colère envers Jules vient aussi de cette impuissance, le résultat dépend désormais de décisions qui ne lui appartiennent plus. Dans un autre coin de Marseille, Morgane tente de se concentrer sur des préoccupations plus personnelles. L'appartement qu'elle doit visiter représente une possibilité concrète de changement. Elle partage ses impressions avec Baptiste, qui se montre immédiatement impliqué. Le fait qu'il soit prêt à effectuer des travaux pour mettre le logement aux normes donne à leur échange une dimension plus intime que de simples paroles de circonstance. Baptiste semble trouver naturel de proposer son aide, comme s'il voulait faciliter ce projet sans attendre quoi que ce soit en retour. Morgane accueille cette disponibilité dans une période où beaucoup de choses restent instables autour d'elle. Pourtant, même cette parenthèse ne suffit pas à chasser complètement ses questions sur Patrick, dont le comportement continue de lui sembler éloigné de celui qu'elle connaissait. À plusieurs reprises, elle a eu l'impression de voir Patrick dissimuler quelque chose. Son changement radical l'a déjà intriguée, et cette sensation persiste. Elle n'a toutefois aucune raison d'imaginer l'existence de Sam Ferry, de Sonia Weber ou d'une opération liée à la DGSE. Le secret est précisément assez vaste pour expliquer toutes les anomalies qu'elle observe, mais il reste hors de sa portée. Pendant ce temps, Sonia suit les développements avec une vigilance croissante. Son intuition concernant une taupe dans la DGSE ne disparaît pas. Au contraire, plus elle analyse la situation, plus la possibilité d'une fuite interne lui semble sérieuse. L'interception des informations contenues dans la montre pourrait ne pas être un incident isolé, mais le symptôme d'une compromission beaucoup plus profonde. Si cette hypothèse est correcte, identifier la mule ne suffira pas. Il faudra comprendre qui a organisé la transmission, qui savait que les 5 identités se trouvaient dans le dispositif et pourquoi elles étaient précisément visées. Cette perspective donne à l'enquête une dimension inquiétante. Derrière chaque suspect apparent peut se cacher une autre personne, mieux informée et suffisamment proche du système pour anticiper les réactions de la DGSE. Babette, elle, ne dispose pas de toutes ces réponses lorsqu'elle reprend ses obligations médicales. Une patiente l'attend pour recevoir une injection d'anticoagulant. Ce geste fait partie de son métier, de ses tâches qu'elle effectue avec sérieux sans avoir besoin d'y réfléchir longuement. Revenir à cette routine constitue presque un soulagement après les discussions sur les agents dormants et les possibles trahisons. Elle quitte donc son environnement immédiat avec l'intention simple de rejoindre cette patiente. Pourtant, quelque chose a changé depuis qu'elle participe aux recherches. Elle connaît désormais des informations sensibles, elle peut identifier certaines personnes présentes au Mistral et elle pourrait aider Patrick à entrer au gala organisé par Bertrand Delamarre. Sans le savoir, elle a peut-être cessé d'être une observatrice anodine. Dans la rue, Babette avance sans imaginer qu'un regard est posé sur elle. Aucun signe évident ne lui indique qu'elle est suivie ou surveillée.
Tout pourrait encore ressembler à une journée normale à Marseille, avec ses déplacements ordinaires et ses rendez-vous professionnels. Mais à distance, quelqu'un semble avoir déjà pris une décision beaucoup plus radicale à son sujet. Sonia n'est cependant pas loin. Sa présence derrière Babette n'a rien d'anodin dans le contexte de la mission. La professionnelle du renseignement reste attentive, consciente que la fuite des identités et la recherche de la mule ont peut-être déjà déclenché des réactions chez ceux qui veulent empêcher la DGSE d'avancer. Son expérience lui impose de considérer chaque déplacement comme potentiellement dangereux. À cet instant, le contraste entre les deux femmes est saisissant. Babette marche pour rejoindre une patiente et administrer un traitement médical. Sonia, quelques mètres plus loin, surveille l'environnement avec le regard de quelqu'un qui connaît les méthodes de ceux qu'elle affronte. L'une avance encore dans la logique de son quotidien, tandis que l'autre sait qu'une attaque peut surgir sans avertissement. C'est précisément ce qui commence à se produire. Un homme, placé de manière à rester discret, dirige une arme vers Babette. Son geste transforme instantanément toutes les inquiétudes abstraites en menaces concrètes. Les agents dormants, la montre, la mule et les soupçons de taupe ne sont plus seulement des éléments d'une enquête secrète. Quelqu'un semble désormais prêt à tuer pour protéger ce qui se cache derrière cette affaire. Babette, elle, ne voit pas encore le danger. Elle continue d'avancer, inconsciente du fait qu'elle se trouve dans la ligne de mire. Le temps semble alors se contracter autour d'elle. Quelques secondes suffisent pour que son existence bascule, tandis que Sonia comprend, avant elle, ce qui est en train de se jouer et qu'elle n'a presque aucune marge pour intervenir. Pour Sonia, il n'est plus question de réfléchir longuement à l'identité de l'homme ou à la raison précise de sa présence. Le canon tourné vers Babette constitue une menace immédiate. Toute hésitation pourrait être fatale. Après avoir passé des heures à chercher une mule et à envisager une trahison interne, elle se retrouve confrontée à une réalité beaucoup plus simple et beaucoup plus brutale. Protéger Babette avant qu'il ne soit trop tard. À ce moment-là, Sonia comprend qu'elle n'a que quelques secondes pour empêcher un drame. Son regard se fixe sur l'homme qui tient Babette en joue, et tout le reste disparaît autour d'elle. La rue, les passants, les bruits ordinaires de Marseille cessent d'avoir de l'importance. Il ne reste plus qu'une menace précise, une cible vulnérable et l'obligation d'agir avant que le tireur ne presse la détente. Babette continue pourtant d'avancer, encore inconsciente de ce qui se joue derrière elle. Elle pense à sa patiente, à l'injection d'anticoagulants qu'elle doit effectuer, et probablement aussi aux événements qui se sont accumulés depuis la découverte de la mission de Patrick. Son esprit est déjà chargé, mais rien ne lui permet encore d'imaginer qu'elle vient de franchir une nouvelle étape dans cette affaire. Sonia, elle, n'hésite pas. Son expérience prend le dessus sur toute autre considération. Elle sort son arme et vise à son tour l'homme qui menace Babette. La décision est immédiate, presque instinctive, mais elle repose sur une lecture parfaitement claire de la situation. Si elle attend davantage, Babette risque de ne jamais comprendre ce qui l'a frappée. Un coup de feu retentit alors dans la rue. L'homme s'écroule sous l'impact, avant d'avoir pu aller au bout de son geste. La scène ne dure que quelques secondes, mais elle suffit à faire basculer totalement la journée de Babette. Celle qui croyait encore participer à une enquête en marge de son quotidien découvre soudain que la violence qu'elle imaginait réservée aux opérations clandestines peut surgir directement devant elle. Babette échappe ainsi au pire grâce à l'intervention de Sonia. Le contraste est brutal entre ce qu'elle faisait quelques instants plus tôt et ce qui vient de se produire. Elle était simplement en route pour administrer un traitement à une patiente, elle se retrouve désormais au centre d'une attaque armée. Cette transition soudaine montre à quel point la frontière entre sa vie professionnelle et la mission secrète a disparu. Pour Sonia, le soulagement ne peut être que très relatif. Elle a sauvé Babette, mais l'existence même de cette attaque confirme que la menace est bien plus proche qu'elle ne le pensait. Quelqu'un savait manifestement où trouver Babette, ou du moins avait décidé qu'elle devait être neutralisée. Cette réalité donne une nouvelle gravité à toutes les hypothèses formulées jusque-là autour de la fuite. Patrick doit alors mesurer ce que cette attaque signifie. Depuis le début, il redoutait surtout que sa couverture puisse mettre sa famille en danger. C'était précisément la limite qu'il avait voulu poser lorsqu'il avait accepté de se lancer dans cette mission. Voir Babette directement visée transforme donc cette peur en réalité tangible, impossible à relativiser ou à repousser. Dans son esprit, les événements peuvent désormais s'enchaîner d'une manière beaucoup plus inquiétante. La montre de Sam Ferry a transmis des identités sensibles, 5 agents dormants sont compromis, une mule reste à identifier et Sonia soupçonne une taupe au sein même de la DGSE. À présent, Babette devient la cible d'un homme armé. Chaque élément semble renforcer l'idée d'une opération parfaitement structurée. Babette, de son côté, doit absorber le choc.
Jusqu'ici, elle avait accepté d'aider en se disant probablement qu'elle pouvait apporter sa mémoire et son intuition sans devenir réellement une actrice de terrain. Mais une balle destinée à elle change tout. Il n'est plus possible de considérer cette mission comme une affaire lointaine appartenant uniquement à Patrick et à Sonia. Ce qui la frappe surtout, c'est peut-être la vitesse avec laquelle le danger a progressé. Elle venait à peine de commencer à participer au tri des suspects présents au Mistral. Elle n'avait encore ni découvert la mule ni pénétré dans le gala de Bertrand Delamarre. Pourtant, quelqu'un semble déjà considérer sa présence comme suffisamment gênante pour justifier une attaque. Cette constatation soulève une question essentielle. Que c'est réellement l'adversaire? Si Babette est visée parce qu'elle aide Patrick, alors ceux qui les surveillent connaissent peut-être plus de détails qu'ils ne le devraient. L'hypothèse de Sonia concernant une taupe à la DGSE gagne ainsi en poids, car une fuite interne pourrait expliquer comment certaines informations circulent aussi rapidement. Dans le même temps, Aya reste associée à l'une des pistes ouvertes par l'enquête, mais la violence de l'attaque rappelle qu'aucune conclusion ne peut être tirée trop vite. La jeune femme a fourni une explication cohérente à sa conversation avec Bertrand Delamarre et rien ne prouve qu'elle soit la mule. Son nom demeure dans le dossier, mais l'attention doit désormais s'élargir. Patrick et Sonia savent que le gala organisé par le directeur du cercle de voile conserve toute son importance. Bertrand Delamarre constitue toujours un lien concret avec les personnes présentes au Mistral au moment de la transmission. Babette et Patrick veulent donc toujours parvenir à se faire inviter, même si l'attaque vient rendre cette perspective infiniment plus dangereuse qu'auparavant. Pour Babette, la décision de continuer ne peut plus être considérée comme anodine. Elle sait désormais qu'elle est potentiellement reconnue par ceux qui cherchent à protéger le secret entourant la fuite. Pourtant, abandonner signifierait aussi renoncer à comprendre pourquoi elle a été visée. La peur se mêle donc à une détermination nouvelle, née précisément de ce qu'elle vient d'endurer. Pendant ce temps, Steve reste confronté à une menace d'un autre ordre, mais tout aussi concrète pour lui. Son avenir professionnel demeure suspendu à la découverte de la fuite d'informations faite à Jules. Il ne cesse probablement de repenser à cette décision malheureuse, à ce qu'il aurait dû taire, et surtout à la confiance qu'il a placée au mauvais endroit. Jules, lui, porte toujours le poids de sa culpabilité. Son aveu à Aya montre qu'il ne cherche plus à justifier son attitude. Il s'est laissé dépasser par les attentes de son patron et a utilisé l'information transmise par Steve sans mesurer pleinement la portée de son geste. Cette erreur l'oblige maintenant à revoir sa manière de travailler et à assumer les conséquences imposées à son ami. Dans le même temps, Morgan et Baptiste poursuivent leur rapprochement dans une atmosphère beaucoup moins dramatique. Leur sortie sportive et la discussion autour de l'appartement de Morgan apparaissent presque comme une respiration au milieu des tensions. Baptiste se montre disponible, prêt à participer aux travaux nécessaires, tandis que Morgan envisage ce nouveau lieu comme une étape possible de sa vie. Mais même dans cette parenthèse plus légère, l'étrangeté de Patrick reste dans un coin de l'esprit de Morgan. Elle ne dispose pas de la moindre clé pour relier son changement de comportement à la DGSE, à Sonia ou à la fuite d'identité. Pourtant, son instinct continue de lui signaler que quelque chose de grave se joue juste sous ses yeux. Babette, elle, ne peut plus ignorer cette gravité. L'homme tombé après le tir de Sonia représente la preuve brutale que cette mission a déjà franchi un seuil. Il ne s'agit plus seulement d'espionnage, de données compromises ou d'identité à protéger. Des vies sont directement menacées, et la sienne vient d'être placée au centre de cette violence. Sonia comprend également que sauver Babette ne règle rien. Au contraire, cette attaque peut devenir un indice supplémentaire. Qui est cet homme? Pour qui agit-il? Comment savait-il où trouver Babette et pourquoi a-t-il choisi de frapper précisément à ce moment-là? Chacune de ces questions peut rapprocher la DGSE de la vérité, mais chacune confirme aussi qu'un adversaire déterminé les observe. Patrick se retrouve donc face au scénario qu'il voulait éviter depuis le début. Sa mission secrète a débordé sur sa vie familiale et Babette est devenue une cible. Pourtant, renoncer maintenant laisserait 5 agents dormants exposés et permettrait à la véritable mule de disparaître. Entre protéger sa femme et poursuivre l'enquête, Patrick comprend que les deux objectifs sont désormais intimement liés. Après l'attaque, Babette ne peut plus regarder la mission de la même manière. Ce qui n'était encore qu'une succession de soupçons, de souvenirs et de noms à vérifier est devenu une menace physique immédiate. Le simple fait d'avoir aidé Patrick et Sonia à reconstituer les personnes présentes au Mistral semble désormais suffire à faire d'elle une cible qu'un homme armé était prêt à éliminer. Sonia, de son côté, ne peut ignorer la portée de son intervention. Elle a empêché le tireur d'atteindre Babette, mais ce geste ne fait qu'ouvrir de nouvelles interrogations. Le plus inquiétant n'est pas seulement qu'un homme ait voulu tuer Babette,
mais qu'il ait pu intervenir au moment précis où elle commençait à jouer un rôle actif dans les recherches. La possibilité d'une taupe au sein de la DGSE devient alors encore plus préoccupante. Sonia avait déjà commencé à envisager cette hypothèse après la fuite des identités des 5 agents dormants. Désormais, l'attaque contre Babette donne à cette intuition une dimension beaucoup plus concrète. Quelqu'un semble connaître les mouvements de ceux qui participent à l'enquête et agir avant qu'ils ne progressent trop loin. Patrick mesure lui aussi toute la gravité de la situation. Lorsqu'il avait accepté cette opération, il voulait avant tout éviter que sa famille en subisse les conséquences. Mais Babette vient précisément d'être entraînée dans ce qu'il redoutait le plus. La mission n'est plus enfermée dans le cadre professionnel. Elle s'est installée dans leur couple et menace maintenant directement la sécurité de sa femme. Pour autant, la recherche de la mule ne peut pas s'arrêter. Les identités de 5 agents dormants ont été compromises et chaque délai supplémentaire peut aggraver la situation. Patrick et Sonia savent qu'ils doivent continuer à remonter la piste, même si l'attaque vient leur rappeler que l'adversaire n'hésitera pas à employer la violence pour conserver son avance. Aya reste ainsi une personne importante dans la reconstitution des événements, mais son explication concernant Bertrand Delamarre réduit au moins une partie du mystère. Elle parlait au directeur du Cercle de Voile de Marseille parce qu'il préparait une soirée caritative dont elle devait assurer le buffet. Ce lien professionnel donne un sens évident à leur échange au Mistral, sans pour autant fermer complètement la piste. Le gala organisé par Bertrand devient donc l'étape suivante de l'enquête. Patrick et Babette veulent trouver le moyen de s'y faire inviter afin d'observer les participants et de comprendre si la transmission de la montre possède un lien avec cet environnement. Cette perspective donne à Babette une place encore plus importante, alors même qu'elle vient de comprendre combien cette implication peut lui coûter. Elle sait désormais qu'une soirée mondaine peut dissimuler des enjeux qui la dépassent largement. Derrière les invités, les conversations et l'organisation caritative pourraient se trouver des personnes intéressées par les données dérobées. Babette devra donc avancer avec une prudence qu'elle n'avait jamais eu besoin d'adopter dans sa vie quotidienne, consciente qu'un simple regard ou une question mal posée peut attirer l'attention. Dans le même temps, Aya demeure totalement étrangère à la manière dont certains aspects de son existence ont été analysés. Son père dépendant au jeu, son demi-frère passé par la prison et son voyage prévu en Turquie avec Jules ont suffi à construire autour d'elle une suspicion inquiétante. Pourtant, elle continue simplement à préparer son travail et à soutenir Jules dans ses propres difficultés. Jules, justement, ne parvient pas à oublier Steve. Il sait maintenant qu'en se montrant trop faible face à son patron, il a entraîné son ami dans une situation qui peut avoir des conséquences professionnelles graves. Son envie de changer sa manière de travailler naît de cette culpabilité. Il comprend que chercher une information ne justifie pas de sacrifier ceux qui lui font confiance. Steve doit, lui, attendre de savoir jusqu'où la découverte de Charlotte ira. L'information qu'il a transmise à Jules concernait une enquête sur un cambriolage, et le fait qu'elle ait été utilisée dans un article rend son geste difficile à défendre. Sa colère n'efface pas sa propre responsabilité, mais elle traduit la peur de voir un choix imprudent compromettre son emploi. Pendant ce temps, Morgane continue d'avancer dans ses propres projets avec Baptiste. La visite de son appartement et la proposition de Baptiste de l'aider à le remettre aux normes leur offrent une perspective plus personnelle. Pourtant, ce quotidien apparemment paisible se déroule à quelques pas d'une crise dont Morgane perçoit déjà certains signes sans pouvoir les comprendre. Patrick reste en effet étrange à ses yeux. Elle avait déjà remarqué son changement de comportement et continue de ressentir qu'il lui cache quelque chose d'important. Ce malaise prend une dimension presque ironique, car Morgane approche intuitivement d'une vérité immense sans disposer d'aucun élément lui permettant de l'identifier. Patrick travaille sous couverture dans une opération liée à la DGSE. Pour Babette, en revanche, le secret n'existe plus. Elle connaît désormais suffisamment de choses pour mesurer les risques. Elle sait que la montre de Sam Ferry a transmis des identités sensibles, qu'une mule doit être retrouvée, que Sonia soupçonne une trahison interne et qu'un homme vient de la prendre pour cible. Chacun de ces éléments transforme sa participation en engagement dangereux. L'intervention de Sonia lui a sauvé la vie, mais elle ne peut effacer la violence du moment. Babette était simplement en route pour soigner une patiente lorsqu'une arme s'est braquée sur elle. Cette image suffit à résumer le bouleversement qu'elle traverse. Son métier de soignante et le monde du renseignement viennent de se heurter brutalement au milieu d'une rue. Patrick ne peut donc plus se permettre de croire qu'il protégera Babette uniquement en lui cachant certaines informations. Cette période est terminée. Sa femme est déjà impliquée, déjà observée et probablement déjà identifiée comme un obstacle. Désormais, la protéger nécessite de comprendre qui a commandité cette attaque et comment l'adversaire a obtenu les renseignements nécessaires pour agir aussi précisément.
Sonia se retrouve elle aussi devant une équation inquiétante. Si le tireur est lié à la mule, son intervention peut permettre de remonter vers le réseau. Mais si l'homme a été renseigné depuis l'intérieur de la DGSE, alors toute initiative future risque d'être connue à l'avance. Dans les deux cas, l'organisation doit désormais considérer qu'elle travaille face à un adversaire extrêmement bien informé. La soirée caritative de Bertrand Delamarre apparaît alors comme un point de convergence possible. Aya y travaillera, Patrick et Babette veulent y accéder et les personnes liées au cercle de voile peuvent fournir de nouvelles réponses. Après l'attaque, ce gala n'est plus seulement une occasion d'observer discrètement un suspect, il devient potentiellement un terrain où chacun devra cacher ses intentions. Babette comprend surtout que son rôle a changé sans qu'elle l'ait réellement choisi. Elle était au départ la femme de Patrick, blessée par ses mensonges et inquiète de ses absences. Puis elle est devenue témoin, ensuite auxiliaire de l'enquête, et finalement cible d'un tireur. Cette progression fulgurante l'oblige maintenant à regarder le danger en face plutôt qu'à attendre qu'il disparaisse. Au cœur de cette affaire, une certitude demeure. Quelqu'un veut empêcher Patrick, Sonia et désormais Babette d'approcher de la vérité. Les 5 agents dormants restent exposés, la mule demeure introuvable et la possibilité d'une taupe empoisonne chaque décision. L'attaque contre Babette n'a donc pas mis fin à l'enquête. Elle vient au contraire de révéler jusqu'où leurs adversaires sont prêts à aller.